que c'était juste un scam. Mais écoute, Dave, c'est bien beau parler de Roblox pis tout, là. Mais là, t'es là pour nous parler on n'est de. pas là pour... T'es là pour nous parler de micro-jeux de rôle. T'as essayé The Witch is Dead. Écoute, je faisais semblant, ok? Je faisais semblant que genre ça m'affectait pas, puis que c'était comme juste l'eau qui coule sur l'imperméable de mon attention, ou je sais pas trop, là. Oui, oui. Mais écoute, je veux tout savoir, Dave. Je veux tout savoir. Je veux les deets. Je veux pouvoir en Oh parler boy. là, avec mes collègues là, en disant Hey, tu savais-tu ça, toi? Écoute, on va commencer par le début, Félix, malheureusement. Là, puis avant de se rendre à The Witch is Dead, aujourd'hui, c'est le premier épisode là, on va dire 4 épisodes sur les compilations de plus petits jeux, de jeux de rôle. Puis là, aujourd'hui, là, j'ai fait un petit dossier, là, Grant Howitt, qui est probablement le roi, le king des one-page RPG. Puis, Des RPG qui n'ont une seule page. puis Grant Howitt, c'est pas quelqu'un non plus qui fait que du one-page RPG. Pour ceux qui se disent Ah, mais es-tu si bon que ça, Mr. One-Page? C'est aussi lui qui nous a donné Spire, The City Must Fall, ainsi que Heart, qui ont tous les deux Oui, beaucoup été de suppléments pour ces deux jeux-là. très gros coup de cœur. Oui, 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 écoute, t'adores ces jeux-là. Quand tu m'en parles, je vois la ferveur, je la partage par la bande. Écoute, sérieusement, le Grant Howitt, il sait ce qu'il fait. Il n'y a pas beaucoup de gros jeux à son actif, mais il y a quelque chose comme 52 one-page RPG ou micro-RPG à sa ceinture. Puis, c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. Puis, écoute, je pense qu'on peut se lancer dans un de ses premiers, là, un de ses premiers micro-RPG qui est The Witch is Dead. Puis, si vous voulez suivre un peu sa carrière, là, je vais vous mettre des liens dans le chat pour aller chercher ces jeux qui sont majoritairement gratuits sur son Patreon et sur son itch.io quand on parle de petits jeux. Interactivité. The Witch is Interactivité, mais oui. Écoutez, c'est ça. Donc, Grant Howitt, The Witch is Dead, on va en parler. C'est un jeu, là, je dirais, là, qui... Quand on parle de one-page RPG, là, il y a comme 3-4 noms qui reviennent tout le temps. Il y a Lasers and Feeling, qui est fait par Vincent Baker, donc on ne parlera pas de ça ce soir. Par Vincent Il y a Baker. Honey Ice, qui est fait par... Me semble? Non, c'est John Harper, je pense. C'est John Harper. Ouais, John Harper. Mais non, c'est pas fait par Grant Howitt, c'est ce qui est important. On n'en parlera pas ce soir. Il y a Honey Ice, The Witch is Dead. Puis là, après ça, il y en a comme une couple qui se partage la 4e place. The Witch is Dead, là, je dirais que c'est un... Comment je peux l'expliquer? Je vais partir sur une note négative en disant que je n'ai pas été impressionné. Oui, je l'ai dit, Félix, je l'ai dit parce que c'est un jeu qui fonctionne bien. Ça devait être son premier. Qui a ses défauts. C'est dans ses premiers, je pense qu'il a sorti en 2017. Donc, c'est pas dans ses plus récents. Mais je vais parler un peu plus pourquoi je suis un peu déçu de sa performance de designer. Ou j'aime ça les trucs un peu plus, on va dire, étranges ou un peu plus différents. Puis The Witch is Dead là, est très très traditionnel. Puis ça en fait, je vous dirais, une bonne expérience jeu de rôle traditionnel qui ne demande pas de préparation de la part des joueurs vraiment. Où tu sais, tu dis quelqu'un est en retard, c'est du monde qui n'ont jamais vraiment joué, je veux montrer c'est quoi un jeu de rôle. Tu joues des animaux de la forêt, ils ont 4 statistiques, ils peuvent être clever, donc faire des trucs pour interagir avec les humains et les machines. Ils peuvent être quick, donc rapide et agile. Ils peuvent être slick, si je me souviens bien. C'est-à-dire là, comme se cacher, se camoufler et être sneak. Ou ils peuvent être féroces, donc un peu plus là, brutal, un peu plus violent physiquement. Donc là, c'est vraiment un contexte qui se rapproche du Donjon Dragon classique, de l'expérience de jeu de rôle classique. Tous ces animaux-là, dans le fond, je vais vous expliquer la prémisse. J'aurais dû faire ça au début. La prémisse, c'est que les animaux de la forêt, un matin, se réveillent et découvrent la gentille sorcière, leur très bonne amie, qui est morte, tuée par un chasseur de sorcières. Et ils doivent ramener les yeux du chasseur de sorcières au corps de la sorcière pour la ramener à la vie. Mais ceci n'est qu'une légende. On ne sait pas si ça va fonctionner, mais si la légende est fausse et que la sorcière ne revient pas à la vie, au moins elle aura été vengée.
Donc là, c'est ça. Tu sais, genre, on crée comme des animaux de la forêt, plus des petits animaux. Il n'y en a pas des énormes, énormes. Là. Hier, on a eu une araignée. On a eu un chat, un chien et une corneille. Donc ça, il n'y avait pas de gros ours. Y a-tu comme place un peu à comme. T'sais, la forêt, est-ce que c'est vraiment défini? Là? Mettons, j'arrive un peu en retard, j'ai manqué le début, on me dit il faut choisir un animal, puis moi je dis ah ben pas de problème, je vais être un okapi. Is it good? Is it not good? Écoute, on est très dans le stéréotype là, de les bois de Katsu. On est dans la forêt, là, j'ai oublié le terme, là, mais tu sais, genre nord-américaine ou européenne, genre l'Angleterre ou la France. Tu sais, on est dans ce genre d'animaux-là. Parce que Grant Howitt, mine de rien, a une certaine fascination pour les animaux du boisé. Puis on parle bien là, du boisé, non pas de la jungle ou de la savane. Il faut préciser que Grant Howitt est anglais. Oui, il habite à Londres. Probablement que ça lui manque de voir des animaux, justement. Mais c'est ça, ultimement, c'est pas super défini. Mais une très belle chose de ce jeu-là, c'est que ça vient avec un système de création de scénario. Puis très clairement, là, genre en roulant les règles, ben tu sais, il n'y avait pas juste les animaux et la sorcière dans les bois. Dans ma version, ben j'ai roulé le dé, puis ça l'a dit qu'il y avait aussi des tribus de gens des bois que j'ai décidé qu'ils étaient des elfes. Ça aurait pu être des peuples un peu plus, on va dire, amérindiens ou celtiques. Mais j'ai vraiment été avec, c'est des elfes, on y va en dragon. Ça aurait pu être des hobos aussi. Genre des gentils hobos là, qui boivent d'alcool dans des cruches avec 3X dessus. Là. Puis qui chantent des chansons. Ouais, parce que dans le fond, ça se passe dans le nord des Appalaches. Ouais, c'est ça. Là où les gens font du moonshine. Appalachian Hobo. Ça aurait été correct, ça. Oui, définitivement, ça aurait été correct. OK. Mais c'est ça, tu sais, c'est ouvert. Ça reste un jeu de rôle sur une page. Fait que t'as pas le choix d'être ouvert, on va dire, à l'imagination, parce que c'est très limité ce que ça te donne. Mais c'est un excellent jeu de rôle sur une page, dans le sens où il te donne vraiment beaucoup là, de lancers d'imagination qui te dit vraiment, là, ça va se passer. Puis là, c'est comme, OK, là, il y a du monde dans le bois qui sont en guerre contre le village, mais c'est qui les gens dans le bois? Faut que tu le détermines en tant que maître de jeu, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, ça t'en donne juste assez pour que tu puisses être créatif. OK. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai beaucoup aimé l'expérience, mais je suis un peu déçu, puis je suis comme, c'est un bon RPG, il y a des bons concepts, mais j'étais comme pas jeté sur le derrière à quel point c'était excellent. Ouais, ben tu sais, j'ai pas étudié un peu là, le micro-RPG autant que toi là, ces derniers temps, mais j'avais quand même eu la chance de lire le magazine Level 1, qui avait été distribué dans le cadre... on parle la semaine prochaine. Oui, un teaser. Donc, puis, tu sais, j'avais beaucoup aimé l'originalité du contenu, disons, qui avait comme pas peur d'aller dans toutes sortes de directions. Puis j'ai l'impression que la culture du micro-RPG veut un petit peu justement aller là-dedans. C'est comme on parle de jeux qui sont beaucoup souvent, en tout cas, qui me semblent souvent être des jeux d'un soir, plus que des jeux où est-ce que tu vas prolonger tout ça. Ça prête un peu plus, justement, à dire, bon, on va y aller dans le weird, arriver avec des choses bizarres. Dans le pire des cas, ça aura juste été une soirée bizarre, that's it. Fait que je peux comprendre que tu avais peut-être des attentes à ce niveau-là. Non, même pas. C'est une moment donné, tu sais, j'étais comme OK, là, tu sais, c'est tellement bien coté que je m'attendais à quelque chose qui était wow. Puis, écoute, c'est vraiment moi qui ai des grosses attentes puis qui est dur envers le jeu. Tu sais, tout ce que j'ai eu, ce maigre osselet à peine juteux de moelle que j'ai reçu sous la table par M. Howitt, c'est un excellent jeu de rôle traditionnel qui va combler la faim des gens qui ne peuvent pas jouer à Donjon Dragon parce qu'un joueur à la dernière minute a eu une urgence familiale. Tu sais, je suis comme, le jeu est vraiment bon, mais j'étais comme, OK, là, je veux dire, je suis pas jeté sur le derrière, je suis pas genre, wow, ça mérite d'être dans le top 3 des one-page RPG. Mais c'est probablement le one-page RPG qui marche le mieux,
qui est le plus approchable et le plus facilement apprivoisable, on va dire ça de même, là, par les gens qui ont vraiment des expériences de jeux de rôle traditionnels. Ouais, parce que bon, nous, on se cachera pas, on est un peu comme des PhD du jeu de rôle, là. Où est-ce que, tu sais, on en lit juste parce qu'on aime en lire, même si ça implique de jamais les jouer. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand on a des attentes, tu sais, quand on se fait dire, hey, tu vas voir, c'est vraiment bon, ben, tu sais, on a comme un bagage de référence qui est assez gros, mais tu sais, comme tu dis, pour un groupe de joueurs qui est comme plus traditionnel, ou dans un cadre d'introduction au jeu de rôle, peut-être, t'avais l'air de dire un petit peu peut-être tantôt. Genre. Mais vois-tu, mais justement, là, on en parle là, dans les. Je fais une petite parenthèse sur c'est quoi les micro-jeux, puis c'est quoi qui sont plaisants à faire avec. Dans les commentaires, là, on a Kabel Tousseg et Luminenzil là, qui se parlent de. Justement, j'ai joué avec Kabel, donc lui, il est comme ah, ça peut être vraiment bon pour un DN débutant. Là, je vais dire, je pense pas. Parce que selon moi, les micro-RPG sont vraiment bons avec un maître de jeu qui a de l'expérience pour compenser le manque de détails sur la feuille. Puis quand je dis un maître de jeu qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a déjà fait des RPG, soit en tant que joueur, soit en tant que maître de jeu, mais qui sait où ça s'en va. Parce que comme c'est souvent sur une seule page, t'as pas genre 10 pages de concepts philosophiques de c'est quoi être un maître de jeu, puis c'est quoi un bon maître de jeu pour ce jeu-là. C'est comme laisser au maître de jeu de le deviner puis de sentir ça. Fait que c'est un peu faire de la haute voltige sans filet là, dans ces jeux-là souvent. Mais tu sais, je pense à quelqu'un comme Kabel que je connais, qui est pas quelqu'un qui fait du RPG depuis 10 ans. Il me dit je veux rouler une partie de The Witch is Dead, je vais lui dire vas-y, t'es capable. C'est pas un problème. Là. Mais tu sais, c'est que vous vous dites, là, j'ai jamais joué à Donjon Dragon. Mes amis ont jamais joué à Donjon Dragon. Je vais juste prendre un one-page RPG pour que ce soit plus facile. Puis la réponse, c'est non. Là. Faites pas ça. Fait que c'est ça, tu sais, les one-page RPG, là, dans ma tête, là, c'est vraiment quelque chose, t'en imprimes peut-être une dizaine que tu gardes dans ton cartable de maître de jeu ou dans ton cartable de feuilles de joueur. Puis tu dis, si un jour, on n'est pas capable de jouer à notre RPG qui vient d'un gros livre, ou qu'on n'a rien à faire un soir, ben je vais sortir mes 10 feuilles, on va en choisir un, puis on va avoir une belle soirée quand même à faire du jeu de rôle. Donc c'est ça, tu sais, les one-page RPG, pour moi, c'est vraiment pas c'est une alternative quand tu peux pas avoir mieux. Mais il y a bien des choses à explorer là-dedans qui sont très très cool aussi. Faut les prendre pour ce qu'ils sont puis reconnaître leurs défauts, bref. OK. Écoute, c'est. Puis. C'est ça, puis. Vas-y, Félix, t'avais l'air d'avoir une question. En fait, j'allais te demander si tu avais lu un peu d'autres projets de Grant Horwitz, mais c'est probablement vers là que tu t'en allais. Oui, ben écoute, j'ai son autre le gros hit qui est Honey Heist. Je l'ai lu et je l'ai joué. C'est un jeu où il a été fait en 2017, puis vous êtes un gang d'ours qui veulent faire un coup, comme un coup, là, un heist, là, comme dans Ocean 11, puis dans Ocean 12, là, avec George Clooney. Puis là, vous dites, OK, là, il faut aller voler du miel. Il faut aller au festival du miel, voler du miel, puis souvent, là, il y a comme autre chose à voler. Puis là, ce jeu-là, justement, là, il m'a déçu pour les mauvaises raisons. Je suis vraiment dur envers M. Howitt, là, alors que je trouve que ce qu'il est capable de faire est vraiment bon. Mais tu sais, je suis pas là pour me faire des amis, je suis pas là pour y lancer des fleurs, là. Je suis là pour lui dire qu'il peut faire mieux. J'ai toujours dit que t'étais le punk du jeu de rôle. Ah ouais, écoute, je suis rough. Mais bon, Honey Heist, c'est vraiment un jeu là, de heist. Donc, moi, je le compare beaucoup à Blades in the Dark. Où, à la place d'être des voleurs qui veulent comme voler, etc., des trucs dans une ville avec la grosse politique, ben, t'es des ours qui vont faire un coup, qui vont faire un heist, qui vont dire faut attraper le miel. Puis, c'est là que ce jeu-là fait des choses vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis on va dire exploratoires, qui m'ont déçu parce que ça prend des joueurs qui sont un peu plus expérimentés pour vraiment en tirer tout le jus possible. La première chose qui se passe, c'est que les statistiques, dans le fond, tu as une statistique de criminel puis une statistique d'ours. Donc, quand tu fais des choses d'ours, tu roules avec ours. Quand tu fais des choses de criminel, tu roules criminel. Sounds puis à chaque fois que tu réussis un jet de criminel, sounds right, c'est tout à fait logique. Chaque fois que tu réussis un jet de criminel, tu deviens un peu plus criminel
puis un peu moins ours. Fait que là, tes statistiques sont toujours en train de monter et descendre dans un équilibre. Puis si une des statistiques monte au maximum, qui est 6, ben là, ça va pas bien parce que si tu as 6 de criminalité, ben là, foul ball, tu deviens un criminel, tu trahis ton équipe, puis tu pars avec le magot tout seul. La vie d'ours, c'est terminé pour toi, t'es pur criminel. Ton personnage est mort et plus jouable. Si tu deviens à 6 d'ours, ben là, très clairement, tu redeviens un ours complètement sauvage et tu n'es plus un criminel. Donc là, probablement que tu pars à la course en déchiquettant genre un mur et quelqu'un au passage pour aller vivre dans les bois où on va t'arrêter avec des petites fléchettes tranquillisantes pour t'amener genre dans un foyer pour animaux. Je veux dire un refuge, mais bon. Fait que c'est ça, il y a tout ce petit côté-là. Puis moi, est-ce que je me suis pas aidé ou j'ai pas assez lu, j'ai pas assez compris le système, je l'ai mal expliqué aux joueurs, ce qui fait qu'on a beaucoup trébuché en l'utilisant. Puis ce côté, là, genre, essayer de manager, là, est-ce qu'il faut que j'agisse plus en ours pour redevenir plus un ours? Est-ce que je joue en criminel plus? Ben, demander, vu que j'ai mal expliqué, les joueurs n'ont pas pu bien l'utiliser, puis être confortable avec, puis suivre, ce qui fait que ça brisait un peu le flow. Puis ça vient dans une autre mécanique. Aussi, tu as trop de ours parce que tu as trop raté tes trucs de criminel. Puis là, tu veux pas rater un jet qui va te faire devenir 100% ours puis te faire mourir, entre guillemets, te faire perdre, on va dire. Là, ton personnage est plus jouable. Tu vas décider de dire, ben là, je fais un flashback. Puis, dans le flashback, là, on va préparer le heist. Là. C'est le fameux le concept là, dans les films de ce genre-là qui est « Ah, vous pensiez qu'on n'avait pas d'armes, mais ce que vous saviez pas, c'est que le cuisinier, c'était un ours. Et que dans la cloche, il n'y a pas un poulet rôti, mais il y a un AK-47. » C'est ce genre de scène-là que tu essaies de dire. Puis là, c'est ça, là, les statistiques qui montent et qui descendent te forcent à dire, bon, je dois monter mon chiffre de criminel parce que je suis sur le bord de redevenir un ours, complètement, sans être un criminel. Il faut que tu sois un criminel et un ours. Donc, tu fais des flashbacks. Mais faire des flashbacks, c'est quelque chose qui demande, on va dire, des gens qui ont fait beaucoup d'impro ou qui ont pas trop fait de Donjons Dragons ou qui en ont fait assez. Ou faut vraiment, là, il y a un mindset dans lequel je suis vraiment beaucoup en tant que joueur, qui est j'aime décrire beaucoup là, les plans de caméra qui vont comme se poser sur mon personnage pour mettre de l'emphase sur les émotions. Je sais pas si c'est quoi ce que je veux dire, Félix, là. Je comprends à 100%, Dave. I'm in sync. OK, mais je vais l'expliquer. In sync, je vais l'expliquer quand même. Exemple niaiseux, tu sais. Là où on va dire, dans n'importe quel jeu, on va dire, mon personnage grimpe le mur. Naturellement, je vais vouloir dire des choses comme mon personnage grimpe le mur et relevant le visage, la caméra fait un focus et on le voit transpirer et grincer des dents parce qu'il a presque passé à un cheveu de mourir. C'est quelque chose du genre. Puis, souvent, dans les jeux de rôle comme Donjons Dragons, c'est beaucoup, je suis un personnage dans une scène, puis je contrôle mon personnage un peu comme un personnage de jeu vidéo. Alors que des scènes de flashback demandent de voir ça un peu plus comme un metteur en scène de théâtre, par exemple. Où là, il faut se prendre, en tant que joueur, le droit d'inventer des personnages, d'inventer des scènes, d'inventer des événements, d'inventer des discussions, puis que là, tu espères que les autres joueurs vont embarquer. Ouais, parce qu'évidemment... C'est pas quelque chose qui est... Tu sais, quand tu colles un flashback, tu veux pas juste dire « Ah ouais, je fais un flashback, là, on a des guns, finalement. » Ouais, non. C'est comme, tu sais, faire un flashback puis explique pourquoi il y a des guns. Puis ça implique souvent, tu sais, de dire, ben là, j'ai donné du miel à quelqu'un pour le soudoyer. Puis là, pendant qu'il mangeait le miel, ben tu sais, j'ai pu faire rentrer les guns en cachette. Des choses comme ça, tu sais. Ouais, j'utilise un flashback, là, c'est Beau Dommage, le band qui joue. C'est comme... Je veux connaître cette histoire-là, là. Oui. Fait que c'est vraiment ce genre de contexte-là où j'ai un peu déçu parce que j'ai pas forcé les joueurs. J'aurais pu dire, écoutez, le jeu veut qu'on utilise les flashbacks comme ça. Puis quand les joueurs ont du fun, moi j'aime ça les laisser jouer comme ils veulent au jeu. Puis là, c'est ça, tu sais, je voulais pas dire vous jouez pas au jeu de la bonne façon parce qu'ils ont du fun. Donc, ils interagissent avec le jeu de la bonne façon. Ils ont le bon résultat, ils ont le bon goal. C'est juste qu'ils l'utilisent pas de façon 100% efficace. Puis à ce point-là, je suis comme, je vais pas les faire chier avec ça. C'est un point pour plus qu'il y ait de fun, tu sais. Fait que j'étais un peu déçu par ça où
c'est un jeu qui ressort beaucoup dans les exemples, mais il est moins accessible puis approchable que bien des jeux. Je pense que si quelqu'un a déjà joué à des jeux de heist avec des flashbacks, là, ils vont adorer ce micro-RPG-là. Du monde qui ont fait beaucoup d'impro vont accrocher, sauter dedans à pieds joints. Si vous avez des joueurs plus passifs, ça marche moyen. Puis, tu dirais-tu que c'est pas super bien véhiculé comme idée parce que c'est mal décrit dans les règles du jeu, que vraiment l'idée est mal, ben c'est ça, c'est mal dite, mal véhiculée. C'est pas mal véhiculé, ça vient ultimement un one-page RPG, là, c'est comme dire je vais écrire un haïku. Là. Tu peux pas, genre, expliquer. Tu peux refléter la souffrance d'un peuple dans un haïku, mais tu peux pas faire un exposé historique dessus. Ça va être dur. Fait que c'est pas que c'est mal véhiculé. C'est pas que c'est mal véhiculé, c'est que t'as pas la place pour le faire. Avoir écrit un one-page RPG il y a 2 semaines, genre, je comprends la difficulté de la chose. C'est vraiment un cas de, une moment donné, c'est comme, OK, les joueurs peuvent faire des flashbacks, il y a 12 mots pour expliquer c'est quoi, puis quand je disais que ça prend des maîtres de jeu qui ont un peu plus d'expérience, qui sont capables de compléter les vides laissés par la page qui est unique, ben c'est là que ça rentre en jeu, tu sais, genre, si t'as vraiment lu tout le côté flashback de Blades in the Dark, ben tu sais c'est quoi des flashbacks, pis t'as même pas besoin des 12 mots, genre. Mais si t'as jamais vu de flashback dans un contexte de RPG, ça va être bizarre, puis tu sauras pas quoi faire avec instinctivement, nécessairement. Écoute, il y a plein de gens brillants qui vont comprendre direct, qui vont l'appliquer parfaitement. La plupart des gens vont l'appliquer, on va dire, à 80% correctement, puis il va y avoir un processus d'apprentissage où le premier flashback de la table va être un peu boiteux, puis là, après 2 heures de jeu, les flashbacks vont être bons. Mais quand tu joues une fois dans ta vie à un jeu, pour une durée de 2 heures et demie, ben tu as passé, on va dire, 80% de ta soirée à pas utiliser la mécanique à 100% comme était supposé l'être. C'est comme, il y a comme de l'apprentissage nécessaire ou un vibe, ou que ce soit appris dans les JDR ou pas, qui est nécessaire pour sortir tout le jus de Honey Heist. Mais c'est pas dans une soirée que ça vaut la peine de développer ces skills-là. Ouais, je vois pas ce que tu veux dire. Ah ouais, c'est... Mais c'est ça reste un très bon jeu. C'est juste que... écoute, on en parle des fois, là, que certains jeux, genre, sont très suggérés. Ils sont pas mauvais, c'est juste qu'ils s'adressent à un certain public. C'est pas clair quand t'écris genre One Page RPG pour des one-shots parce que mon groupe est absent ce soir. Puis là, si tu vas dire, ah ben Honey Heist, c'est vraiment bien coté, je vais le downloader, le lire vite, puis on va jouer. Jouez à The Witch is Dead, si vous avez jamais joué à Blades in the Dark, puis vous n'avez pas le temps de vous poser la question, c'est quoi un flashback? Ou si vous avez des joueurs là, que tu sais, genre suivent leur propre point de vue sur une fiche, c'est tout le temps un peu compliqué, puis ils ont de la misère à se souvenir quel dé lancer, là, des joueurs, on va dire, plus créatifs, moins mathématiques. Parce qu'il y a tout le petit côté là, de gérer les points, fait que ça, c'est pas le jeu le plus accessible. Fait que j'étais comme, il est vraiment bon, il a vraiment des bonnes idées, il est vraiment innovateur. Est-ce qu'il mérite d'être autant nommé que ça? Je sais pas. T'es pas sûr. Mais somme toute, là, c'est un 3.5 sur 5. Et The Witch is Dead aussi est un 3.5 sur 5. OK. Ouais, non, je veux dire, c'est 2 très très bons jeux. C'est juste que, je sais pas, là, genre, leurs défauts m'ont paru énormes quand je les ai essayés. Et c'est le défaut d'un one-page RPG où j'ai pas tout un livre pour me faire une idée de ce que le jeu me propose. Je suis comme, OK, là, j'ai une page, j'ai trouvé du monde pour jouer, on y va, go, ça se passe. Puis ça donne ce que ça donne. Puis là, je suis comme, ah, là, je comprends ce que le jeu voulait que je fasse avec lui. Là, je comprends ce qui est cool dans le jeu. Puis ce qui est un peu boiteux que je devrais comme pousser un peu pour pas que les joueurs aillent dans cette direction-là. Justement, pour revenir sur The Witch is Dead, un défaut que j'y trouve, c'est que on a parlé que Donjon Dragon n'était pas adapté au scénario d'enquête dans un autre épisode. The Witch is Dead, naturellement, avec comme la prémisse qui est de retrouver le chasseur de sorcières, ben naturellement, ça devient un jeu d'enquête. Et de recherche. Et de track. Mais le jeu a des trucs qui sont plus adaptés au scénario d'aventure et d'exploration. Fait que tu sais, il y a comme... Tu sais, ça ressemble trop à du Donjon Dragon, alors que j'aurais aimé ça que The Witch is Dead soit un peu plus le copier sur, mettons, Gumshoe. Mais écoute,
il n'y a rien de parfait. Puis Grant Howitt, il sait ce qu'il fait. C'est vraiment bon ce qu'il fait. Puis c'est des one-page RPG. Là. Il n'y a pas le temps de play tester ça pendant 6 mois, 3 fois par semaine. Non, Il l'écrit vite, là, puis il fait 2-3 games, puis ça s'en va sur l'Internet, puis c'est assez bon. Là. C'est quand même bon ce qu'il fait. Avant que je me lance dans une petite rafale de jeux que j'ai lus, mais que je n'ai pas joué, est-ce que tu avais des questions, Félix, sur le sujet? Non, écoute, Dave, tu m'envoûtes avec tes propos. Écoute, là, tout est complet. C'est pas mêlant, là. Je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Sans trop spoiler la semaine prochaine. Oui, écoute, semaine prochaine, justement, là, parlons-en un peu. Écoute, je vais faire la plug tout de suite. Pour les 4 prochaines semaines, là, je fais des dossiers, là, compilation de jeu. Donc aujourd'hui, on parle de Grant Howitt. Mais je fais ça parce qu'on collabore avec le Beau Jeu pour faire des petites chroniques jeux de rôle, là, un peu bonifier le côté jeu de rôle de Le Beau Jeu. Le Beau Jeu, là, je vous dirais, c'est un genre de magazine Facebook qui a différentes saisons. Là. Puis là, en avril, là, presque à tous les jours, des fois 2 fois par jour, il y a des publications sur les jeux de table. Puis là, c'est ça, je me suis joint à l'équipe pour avril pour parler de jeux de rôle. Question de comme bonifier un peu l'équipe, de diversifier ça un peu plus. Puis, donc, collaboration, là, JDR tard le soir de Détour Ludique, collabore avec Le Beau Jeu sur Facebook. Vous irez les voir, vous leur direz coucou. C'est vraiment une belle page à suivre si vous aimez les jeux de société, les jeux de table et compagnie. Puis ça me fait plaisir là, de les aider à faire du contenu jeu de rôle un peu. Puis là, moi, le 22, il va y avoir une chronique écrite sur Grant Howitt et ses micro-jeux qui va sortir. Donc, les choses que j'ai pas pu dire parce que dans le dialogue avec Félix, ça venait pas naturellement, je vais les dire là. Fait que ce sera pas là du réchauffé le 22 quand ça va sortir. Le vidéo qu'on fait là, puis le côté écrit devait être intéressant sur Le Beau Jeu. Ça devrait normalement sortir le 22 avril. Cool. Hey, en petite rafale des jeux là, de Grant Howitt que j'aurais aimé ça jouer parce qu'ils sont vraiment plus explorateurs puis un peu plus savoureux. Là. T'es prêt, Félix? Je suis prêt. What I Did on My Summer Holiday. Un jeu qui propose de revivre un peu l'enfance dans les années 90 ou de jouer avec ses enfants. Donc, un peu moins gore, un peu moins, on va dire, méta. Où vous jouez un enfant vaguement magique dans les 90s qui vit un été magique et qui doit vivre de grandes aventures. C'est possible de jouer un gobelin. Puis là, le gobelin, son antagoniste, c'est les gobelins de la plage qui entraînent des crabes. Puis là, tu sais, écoute, c'est des belles aventures un peu... À date, j'aime où ça s'en va. Puis, ce que j'ai aimé, où c'est possible avec des micro-RPG de comme essayer des choses, c'est que ce jeu-là fait un truc vraiment cool où les personnages ont des traits. Comme le gobelin, il est enthousiaste. C'est écrit là qu'il est très enthousiaste, comme dans ses statistiques. Fait que quand tu fais des choses enthousiastes de façon positive pour ton personnage, ça te donne des malus. Mais si ton côté enthousiaste, tu réussis à le transformer en défaut, là, ça te donne comme des points que tu peux utiliser ailleurs. Fait que là, tu sais, l'idée qu'un adjectif, comme un aspect d'un personnage peut être autant positif que négatif, c'est méga important si vous avez déjà joué à Fate. Ben là, ce jeu-là, en formule one-shot, une page, vous permet d'essayer ça. Ça, c'est cool. Après ça, écoute, il y en a un, là, je veux dire, c'est pas tant que le jeu m'intéresse, je trouve juste ça cool que ça existe, qui s'appelle We Three Kings. Puis c'est pour jouer de l'aventure, on va dire très très Indiana Jones, et même plus haute en couleur que ça, où vous êtes les 3 rois mages qui doivent sauver bébé Jésus. Intéressant. Ça a l'air d'avoir été... C'est intéressant, ça a l'air d'avoir été fait avec beaucoup de respect pour la religion, mais Pâques qui vient de passer, à quel point tu peux faire, on va dire, des romans et des histoires d'action autour de Jésus sans manquer de respect au christianisme. Écoute, on n'embarquera pas là-dedans, Félix, mais je trouvais que c'était fait avec beaucoup de panache, sans être comme blasphémeux, on va dire. C'est pas un blasphème, ce jeu-là. C'est sûr qu'il faut pas être trop serré, mais je trouvais ça cool. Écoute, Wake me fait penser à Noumenon, un jeu vraiment bizarre. Dans Wake, les gens qui tombent dans le coma là, sont comme transportés dans un autre univers, puis le lieu autour d'eux est transporté avec eux. Ce qui fait que dans Wake, les joueurs sont invités à voyager dans un truc qu'ils appellent le Ward. On pourrait dire que c'est l'aile ou le pavillon, là, dans le sens de l'aile d'hôpital ou le pavillon d'un hôpital. Puis là, il y a de l'horreur, il y a du mystère.
Ça se joue avec des cartes. Il y a une économie de cartes. Tout le long de la game, tu essaies de monter une main de poker pour battre le maître de jeu à la fin. Parce que là, si tu le bats, ben, ton personnage se réveille puis oublie tout. Mais il se réveille. Fait que tu sais, ça me rappelle un peu une vieille série là, qui s'appelait l'Odyssée, qui passait dans les années 90 d'un petit gars qui plantait en bas d'un arbre, puis que là, il allait comme dans une grosse aventure dans son coma. Si des gens s'en souviennent. Dans la catégorie Grant Howitt pense beaucoup trop aux animaux de la forêt. Crash Panda, où vous jouez. En fait, Grant Howitt a l'air d'avoir deux fascinations, là, qu'il y a The Fast and the Furious, là, rapide et dangereux, puis les animaux de la forêt. Il a combiné ça dans Crash Panda, où c'est un jeu de mots sur les trash pandas, les ratons laveurs, où vous êtes des ratons laveurs qui font de la course de rue. Dans une seule voiture, puis tout le monde trouve ça normal. Puis là, tu essaies comme de faire du crime dans les rues. C'est n'importe quoi. J'aime où ça s'en va. Écoute, il y en a tellement. Là. Ah non, c'est vraiment cool. Évidemment, ça se joue avec des petites Hot Wheels, où là, tu fais comme, ah oui, là, les ratons laveurs vont tourner de 10 degrés par là. Fait que c'est un peu du Car Wars accessible. Écoute, encore là, Trashkin, où tu joues des animaux de la forêt mélangés avec des humains. Fait que là, tu joues des demi-ratons laveurs, des demi-opossums, des demi-chèvres qui sortent du dépotoir pour vivre une grande aventure. Sérieusement, le Trashkin, là, pour les gens qui aiment Morkborg, Trashkin, c'est un espèce de Morkborg familial. Fait que je trouvais ça intéressant. Il y a tellement de choses à Là, écoutez, il y a un truc qui s'appelle Tram Force, qui a l'air d'être une critique sociale sur Brexit et sur les tramways, où dans le futur, l'Angleterre a craché totalement. Puis, il n'y avait pas d'autre choix que de délocaliser la police pour faire une espèce de Far West où, tu sais, genre, la police a plus de contrôle, puis très, très indépendante dans leur secteur. Puis, ils ont pris des gros mechas, donc des gros robots bipèdes, là, style Power Rangers ou tous ces dessins animés japonais-là. Sauf que c'est des gros robots de l'armée qui ont été convertis pour faire des robots de la police, puis tous ces robots-là sont alimentés par le câble du tramway. N'importe quoi. Écoute, il y en a tellement, là, sérieusement, le Grant Howitt, là, avec sa comme 52 jeux, il n'y en a aucun qui est comme vraiment là, du recyclage ou un reskin de ce qui existait déjà. Là. Il y a souvent des idées de game design vraiment, vraiment fancy, comme la main de poker dans Wake qui reviennent. Fait que tu sais, il y a vraiment un gros côté explorateur où c'est possible de dire, OK, là, j'essaie des trucs de game design vraiment bizarres, qui marchent moyen des fois, probablement, qui marchent super bien d'autres fois. Puis ça m'engage pas à acheter un livre, puis le lire, puis comme prendre ces comme 200 pages-là, puis les acheter, les digérer pour l'essayer. Puis c'est autant vrai d'un point de vue, je vous dirais, là, du joueur que du maître de jeu, que de Grant Howitt lui-même, qui doit genre se servir de ces expériences-là là, pour avoir construit des choses comme Art et Spire, qui ont été vraiment comme très très bonnes. Donc Félix est un gros fan. Tu sais, genre, sans ces micro-jeux-là, sans cette exploration-là qu'il a faite, on n'aurait pas, je pense, les gros jeux qu'il fait maintenant. Puis non, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Ben écoute, Dave, je suis vraiment content que tu nous aies parlé là, de l'univers de Grant Howitt, de ses micro-RPG. J'ai hâte aussi là, de voir les prochains épisodes pour que tu nous parles un peu plus là, de Level 1 Magazine et de... Je vais devoir me lancer dans la lecture. Et toutes ces autres choses qui vont s'en venir que je ne spoilerai pas. Je vais te laisser le luxe de le faire toi-même. Oui, on va se spoiler ça au jour le jour dans les 3 prochaines semaines. Puis à la fin du mois d'avril, dans 4 chroniques écrites sur le beau jeu, allez sur Facebook les suivre.